Bon, bonsoir à tous. Merci à Romain Bertrand et Patrick Boucheron pour cette invitation un peu incertaine pour moi. Romain part dans le détail du monde de ce constat que nous ne savons plus les mots pour dire la nature et que l'écriture historienne, empêchée par le scrupule érudit, serait incapable de saisir la nature dans le tout ou ni son détail, en ses surfaces. Ouais, c'est bon. Bien. Allez-y. Et son argument, c'est que vers 1800, entre autres, des naturalistes comme Goethe ou Alexandre de Humboldt avaient encore cette capacité de prendre le parti des choses, le parti pris des choses, pour emprunter l'expression de Ponge. Et sa proposition, voir quelles leçons on peut tirer de leur lecture ou de leur connaissance. Donc j'ai été invitée à parler d'Alexandre de Humboldt et jusqu'au dernier moment, je ne suis pas sûre du tout que ce que je vais dire remplisse le cahier des charges proposé par cet atelier qui est un peu intriguant, comme tout le monde le ressent visiblement, sur cette invitation à retrouver la surface des choses. Mais puisqu'il est expérimental, merci pour cette opportunité. Voici comment Alexandre de Humboldt décrit son arrivée sur la côte du Nouveau Monde à son frère Wilhelm de Humboldt. Nous sommes ici dans le pays le plus divin et le plus riche. Plantes merveilleuses, gymnotes, tigres, armadilles, singes, perroquets, quels arbres, des cocotiers de 50 à 60 pieds de haut, la Poinsettia pulcherrima avec des bouquets d'1 pied de haut, des fleurs d'un rouge vif magnifique, des bananiers, une masse d'arbres avec des feuilles monstres et des fleurs parfumées de la grandeur de la main, dont nous ne savons rien. Et quelles couleurs possèdent les oiseaux, les poissons, même les écrevisses, bleu du ciel et jaune. Nous nous promenons jusqu'à présent comme des fous. Bonpland assure qu'il perdra la tête si ces merveilles ne cessent pas bientôt. Manquer de mots pour dire la nature n'est donc pas l'apanage de notre temps. En fait, voyageurs et naturalistes des siècles passés l'ont éprouvé aussi, notamment face à la luxuriance de la végétation des tropiques. Commerson à Tahiti, Bernard de Saint-Pierre au Mascareigne, Humboldt quand il met le pied sur la côte du Venezuela. Débordé par la somptuosité du spectacle, il ne trouve qu'une rafale de noms génériques, des superlatifs, des exclamations. Comment faire science de tout cela ? Bonpland, le botaniste qui l'accompagne, craint de devenir fou. Cependant, Humboldt poursuit quelques lignes plus loin dans sa lettre. Mais ce qui est le plus beau que ces merveilles prises en particulier, c'est l'impression que produit l'ensemble de cette nature végétale puissante, exubérante et cependant si douce, si facile, si sereine. Au foisonnement des choses prises en particulier, qui affole son esprit, il oppose la sensation d'harmonie ressentie face au paysage dans son ensemble. Et c'est dans l'écart entre le foisonnement du particulier et l'impression générale d'unité que va s'inscrire toute son entreprise, à la fois comme savant et comme écrivain. Et je vais essayer de décrire un petit peu comment il a, au fond, articulé ces deux pans dans son travail. Quelques mots d'abord sur sa formation, son programme. Il est né prussien, d'une famille noble, proche des poètes et des philosophes de la nature comme Goethe et Schiller, qu'il a fréquentés dans sa jeunesse à Iéna et à Weimar. Il partage leur conception holiste de la nature, qu'il voit comme un tout harmonieux. Schiller publie même de lui un poème très laborieux sur la force vitale quand il est très très jeune. Et Humboldt s'accorde avec Goethe sur l'importance accordée aux sensations. Il est convaincu que les sens disent quelque chose de vrai sur le monde. Et donc, il ne renie pas du tout l'expérience sensible. Il écrit à Goethe « La nature doit être éprouvée à travers les sens ». Mais en même temps, il diverge de ces philosophes de la nature sur plusieurs points. D'abord, dans la conception de ce tout de la nature.
non pas une harmonie idéale qui serait un objet de contemplation philosophique, mais le produit de forces multiples qui s'opposent et s'équilibrent. Tout est interaction, dit-il. Et encore, l'équilibre général est le résultat d'une infinité de forces mécaniques et d'attractions chimiques qui se balancent les unes les autres. En cela, comme opposition de force, la nature peut être prise comme objet de science. Je cite, « Si chaque série de faits doit être envisagée séparément pour y reconnaître une loi particulière, l'étude de la nature exige la réunion de toutes les connaissances qui traitent des modifications de la matière. » Donc il diverge dans la conception du tout de la nature. Et il diverge aussi dans la conception de la science qui doit s'appliquer à la connaître. Très jeune, Humboldt s'est passionné pour les instruments de mesure. Il y voit de nouveaux organes qui permettent non seulement de mieux voir, le microscope par exemple, mais surtout d'objectiver des phénomènes qui autrement resteraient cachés, invisibles, inaccessibles à la vue. La chaleur, la pression, le magnétisme sont tous des phénomènes physiques que nous ne voyons pas. Et d'ailleurs, à l'origine, les mots que nous connaissons, baromètre, thermomètre, ne s'appelaient pas baromètre, thermomètre, mais baroscope, thermoscope, c'est-à-dire des instruments pour voir la pression, pour voir la chaleur. Donc des nouveaux organes, en fait. Et recourir à la nature permet de calibrer, de comparer, de mettre en relation tous les phénomènes. Cette position qu'il adopte très jeune fait qu'il rompt assez brutalement, ou plutôt Schiller rompt assez brutalement avec lui, car Schiller ne voit bien sûr que folie et impudence dans cette volonté de maîtriser la nature par la mesure. En revanche, il est proche du coup de la science française, et le séjour parisien qu'il fait en 1798-99, avant son grand voyage vers les tropiques, auprès des plus grands savants français du temps, les naturalistes au muséum ou les physiciens et les astronomes, a été très déterminante pour lui. Et donc, à la différence d'un Goethe, par exemple, qui se borne à utiliser des instruments dans son laboratoire, mais n'en emporte pas lorsqu'il voyage. Lorsqu'il part en Italie, Goethe se borne à emporter une boîte d'aquarelle et un violinet, une vieille flore de Linné. Humboldt, lui, part avec une véritable panoplie, des chronomètres, des télescopes, des cadrans, des sextants, des baromètres, enfin toutes sortes d'instruments de tout genre, et même un instrument pour mesurer le bleu du ciel, c'est-à-dire une espèce de palette représentant toutes les nuances du bleu pour essayer d'observer la variation des couleurs du ciel. Donc, les mesures sont pour lui la manière d'essayer de dépasser cette impression d'affolement de la simple confrontation avec la nature, d'articuler le monde du vivant au monde physique, la nature morte et inanimée, dit-il, mais qui est bien sûr déterminante sur le monde vivant. Tout objet, plante ou animal, va se trouver ainsi indexé, ancré dans la matérialité d'un lieu, d'un sol, d'un climat qu'il aura cerné par des mesures. Par exemple, lorsqu'il revient de son voyage et qu'il offre au Muséum d'histoire naturelle, ici à Paris, un des herbiers que Bonpland et lui ont collecté au cours de leur voyage, il explique aux naturalistes, à Jussieu, cette collection, outre d'avoir été décrite sur les lieux et de contenir un grand nombre de genres nouveaux, a encore l'avantage de ne pas présenter un seul objet dont on ne puisse indiquer la hauteur à laquelle il croît au-dessus du niveau de la mer. C'est-à-dire qu'ils sont tous localisés, tous situés dans le lieu où ils ont été cueillis, séchés et tués quand même. La question de la hauteur, la question de l'altitude est essentielle dans cette démarche de Humboldt. Au fond, il a fait des montagnes un site privilégié pour observer la nature. Du pic de Teide, aux Canaries, jusqu'au Chimborazo, en 1802, dans la cordillère des Andes, il a multiplié les ascensions
d'ailleurs sans aucun instrument, hein, jusqu'à plus de 6000 mètres, sans aucun masque à oxygène, évidemment. Et ces ascensions, il ne les a pas du tout faites par goût de l'exploit sportif, ni par curiosité particulière pour des sommets inhabitables, mais plutôt par intérêt pour les versants des montagnes, où se déploie au regard un ordre de la nature et l'étagement de la végétation en fonction de l'altitude. Je voulais vous montrer deux de ces images qui sont juste une illustration pour vous montrer que chaque fois que Humboldt s'est fait représenter, s'est fait portraiturer, il a toujours eu le souci de se faire représenter dans la nature avec un instrument. Sur l'image en haut, son portrait, il est devant une plante qu'il est en train d'examiner, mais vous voyez dans son dos le grand baromètre qu'il emportait partout avec lui pour mesurer la pression et l'altitude à laquelle cette plante avait été cueillie. Et sur l'autre tableau, dans la plaine de Tapia, au pied du Chimborazo, il a le sextant avec lequel il essaie de dresser la carte de l'endroit. Donc toujours ce souci de localiser, et notamment dans les montagnes, avec cet intérêt pour les versants, parce que, dit-il, se déploie là au regard l'ordre de la nature, un étagement de la végétation qui est fonction de l'altitude et fonction des facteurs physiques qui sont associés à l'altitude, chaleur, humidité, pression, etc. Au fond, l'altitude s'offre comme un équivalent sur un très faible espace géographique, sur un très faible espace, des transformations induites sur de beaucoup plus grandes distances par la latitude, si on va de l'équateur au pôle. Donc il n'est pas le premier d'ailleurs à noter cette capacité démonstrative, pédagogique de la montagne. On la trouve déjà chez Linné, chez Giraud Soulavie, chez Ramon de Carbonnières en France. Mais son voyage lui fait découvrir le privilège des régions équatoriales, équinoxiales, dit-il, c'est-à-dire celui d'être un véritable concentré de la nature, puisque du niveau de la mer jusqu'aux neiges éternelles se succèdent tous les climats avec les formations végétales correspondantes. Je le cite. C'est la partie de la surface de notre planète où, dans la moindre étendue, la variété des impressions que la nature fait naître est la plus grande possible. C'est là que les climats, comme les zones végétales, dont ils déterminent la succession, se trouvent superposés comme par étage, et que les lois du décroissement de la chaleur, faciles à saisir par l'observateur intelligent, sont inscrites en caractère indélébile sur les murs des roches à la pente rapide des cordillères. Ainsi, la nature se donne à voir, et il est remarquable que c'est par le dessin, plutôt que par des mots, que Humboldt a tenté d'abord d'exposer sa vision de la nature. Si je reviens sur la première image, c'est le célèbre profil du Chimborazo qu'il a tracé juste après son ascension, enfin peu de temps après son ascension, alors qu'il était encore à Guayaquil. Il dit « Les hommes veulent voir et je leur montre un microcosme sur une feuille », c'est-à-dire je leur montre le monde sur une feuille. Donc il a fait d'abord sous forme de cette aquarelle esquissée au pied même du volcan, et puis ensuite c'est une gravure qu'il a fait faire à Paris et qui a été imprimée en accompagnement de son essai sur la géographie des plantes en 1807, qui reprend et que je vais commenter brièvement. C'est donc une coupe, pour reprendre l'idée de tout à l'heure exposée par Maëlys de l'importance de la coupe. Ici, c'est une coupe minéralogique et végétale. Sur la droite du dessin, une concession peu pittoresque de Humboldt à l'exactitude, c'est-à-dire une liste partielle des espèces botaniques qui croissent sur les pentes, avec les noms des différentes espèces, qu'elles soient sauvages ou cultivées. Et à gauche, un dessin qui veut suggérer l'idée de l'aspect de la végétation, c'est-à-dire sa physionomie selon les étages. Humboldt a constaté que
les plantes d'une zone donnée partageaient certains caractères qui influent sur la perception qu'en a le voyageur, le spectateur, et qui dépendent d'une part de leur mode d'assemblage. Il y a des espèces qui préfèrent vivre ensemble, les sapins par exemple. Donc on a des forêts de sapins, c'est la monotonie des paysages européens. Au contraire, dans les tropiques, les plantes préfèrent vivre isolées, c'est-à-dire une plante d'une espèce donnée n'aime pas voisiner avec la même plante. Et donc on aura un arbre d'une espèce donnée qui va être couvert de toutes sortes d'autres plantes, d'autres espèces, des lianes, des orchidées, tout ce que vous voulez, mais le prochain arbre de la même espèce sera à 50 ou 100 mètres de là, donc ça fait une impression tout à fait différente et évidemment beaucoup plus luxuriante. Selon leur mode d'assemblage, donc, et aussi selon leur physionomie, c'est-à-dire selon ce qu'il appelle ce qu'il désigne et qui renvoie à leur port, à leur forme, avec l'idée que les conditions physiques déterminent cette physionomie indépendante de la classification. C'est-à-dire c'est des plantes qui appartiennent à des espèces ou à des taxonomies très différentes, mais qui vont partager quelque chose dans leur aspect. Dans la région des palmiers, les plantes auront beaucoup cet aspect de végétation en forme de palme, ou des fougères ou des bananiers, et bien sûr très différente de la forme que l'on va trouver en altitude des prairies rases et fleuries. Donc cet aspect, cette physionomie de la végétation est déterminante, dit-il, sur l'impression produite. Elle produit, dit-il, la communion profonde de la nature avec nos âmes. Et donc c'est par ce dessin qu'il a essayé de visualiser, de suggérer cet étagement des physionomies depuis les palmiers jusqu'aux prairies, aux mousses, aux lichens près des neiges éternelles. Il a poussé le détail jusqu'à, tu le décris très bien dans ton livre, jusqu'à essayer de distinguer 19 types de physionomies différentes à l'usage des peintres en fait, de paysages. C'est pour ça que je posais la question tout à l'heure de comment on passe de la feuille à la physionomie de l'arbre. Humboldt essaye de proposer des types de physionomie à l'usage des peintres de paysages pour essayer de représenter la nature. Jusqu'ici, je n'ai parlé que de l'image centrale. Repoussée vers les marges, il y a une autre partie du dessin, ou plutôt d'ailleurs, c'est désormais non plus un dessin, mais plutôt des lettres ou des chiffres, presque un texte, une quinzaine de colonnes qui semblent un peu hors champ et qui servent de cadre à l'image centrale et qui sont à lire et non pas à voir. Il y a inscrit toutes les données, toutes les mesures qu'il a pu réunir sur les facteurs physiques, spatiaux, climatiques, l'altitude, la température, l'humidité, la pression, le magnétisme, la couleur du ciel, etc., aux différentes altitudes. Et il veut, par ces colonnes, suggérer ce qu'il appelle les liens d'interaction, la coopération des forces physiques, mécaniques, chimiques, d'où résulte l'unité organique de la nature. Mais bien sûr, il est difficile de coudre ensemble le dessin et les chiffres, et il les juxtapose simplement pour les donner à voir. C'est aussi une remarque que tu fais dans ton livre. J'ai commencé par le dessin parce que je pense que ce tableau physique est la façon dont Humboldt a d'abord essayé de faire se rejoindre le registre de la science et celui de l'expérience sensible, en les maintenant en quelque sorte comme en tension. Il y a sa conviction scientiste en quelque sorte que face à un paysage, la science ne permet pas seulement de le comprendre, elle enrichit la perception qu'on en a en confirmant l'intuition initiale d'une unité organique de la nature, mais en stimulant la contemplation. Ce qui fait que la nature qu'il donne à voir dans cette phase-là n'a plus grand-chose à voir, d'une certaine façon, avec la nature brute de la première impression, celle de la citation que je vous disais à Cumanà tout à l'heure. C'est plutôt
une nature au deuxième degré, en quelque sorte, qui veut associer, voir et comprendre sensibilité esthétique et démarche scientifique, et qui procure une jouissance d'un autre type, qui est celle de la connaissance. La nature est l'unité dans la diversité des phénomènes, l'harmonie entre les choses créées dissemblables par leur constitution propre et par les forces qui les animent, c'est le tout pénétré d'un souffle de vie. Donc là, il s'envole dans sa évocation, mais on voit qu'il est convaincu au fond que la connaissance enrichit la contemplation. Je voudrais pour finir revenir à la question de l'écriture et du manque de mots, puisque le séminaire est un peu parti de ce problème. Humboldt, en effet, n'a pas renoncé à dire par l'écriture la nature qu'il a d'abord explorée par ses mesures, ou par sa collecte, ou par ses herbiers, ou par ses instruments. Deux de ses œuvres, surtout, témoignent de cette volonté d'écrire. Les Ansichten der Natur, pardonnez ma prononciation allemande, traduit, publié en allemand en 1808. En fait, l'ouvrage a été écrit, c'est pas d'ailleurs un hasard sans doute, à Berlin, occupé par les Allemands, par Napoléon. Et au fond, c'est comme s'il avait voulu réconforter ses compatriotes par le spectacle de la nature exprimé dans leur langue. Il dit à ce moment-là d'ailleurs que l'allemand a une énergie et une souplesse que le français n'a pas. Et puis une deuxième œuvre à la fin de sa vie, en allemand aussi d'ailleurs, Cosmos, dans lequel il traite de la question de la peinture et de la littérature de paysage. Toutes ces autres œuvres ayant été écrites en français, même si les Français l'ont beaucoup oublié. Humboldt est très conscient des difficultés qu'il y a à vouloir écrire la nature. D'abord, c'est un défi de vouloir dire la nature par des mots. Par exemple, il cite les palmiers, qui ont de tous les végétaux la forme la plus élevée, la plus noble, mais il note le port et la physionomie des palmiers offrent un grand caractère très difficile à exprimer par le langage. Donc il y a une difficulté, là encore, il retrouve la difficulté des mots. Il y a la crainte de se laisser déborder par l'excès, par l'emphase, celle à laquelle il s'est abandonné au début de son voyage. Je le cite, « Les richesses répandues sans nombre autour de l'observateur font éclore une foule d'images partielles qui, par leur entassement même, nuisent à l'impression totale du grand tableau de la nature. » Donc on risque de tomber dans l'emphase sans finalement arriver à percevoir l'unité de la nature. Et de l'autre côté, crainte de la sécheresse de la science, c'est-à-dire celle des nombreuses pages de ces journaux où se trouvent juxtaposées des listes de mesures, des descriptions, plutôt sèches. Voici par exemple juste une citation lors d'une course dans les environs de Mexico. « Depuis que l'on monte le Cerro Ventoso », ça c'est un extrait du journal, on entre dans un terrain montagneux couvert de bois. La vue est très romanesque. Le baromètre a 244,5 lignes. Les chênes, surtout le quercus à petites feuilles, le Juniperus turifera, Cupressus distica, des roses semblables aux Rosa canina de l'Europe, mais à petites fleurs odoriférantes, pas de sapin. Il faut trouver autre chose. Et le projet des tableaux de la nature, qu'il écrit donc à son retour, c'est l'idée de prolonger... J'ai dépassé mon temps, c'est ça ? Non, c'est ça. C'est moi qui ai fait une bêtise. C'est de proposer une anthologie des divers types de paysages. Il y en a 4 dans la première édition et ça va jusqu'à 7 au fil des éditions suivantes. Steppe, désert, forêt, cataractes, volcans, etc. Il essaye de caractériser des physionomies de paysages qui doivent permettre permettre à un lecteur, je le cite, de contempler l'ensemble de la nature, de surprendre l'action commune de toutes les forces qui l'animent, de renouveler la jouissance que la vue des contrées tropicales ne peut manquer de faire éprouver à l'homme sensible. Donc il y a toujours cette idée de montrer la nature à l'œuvre, pas seulement de décrire, mais de suggérer les forces qui sont à l'œuvre.
C'est dans l'intérieur de notre âme que se peint l'image exacte et vivante du monde physique. Le contour des montagnes qui, dans un lointain vaporeux, borne l'horizon, l'obscurité des forêts de sapins, le torrent qui s'en échappe et qui se précipite avec furie au milieu des rochers suspendus, en un mot, ce qui constitue la physionomie d'un paysage, a eu de tout temps des rapports mystérieux avec la vie intérieure de l'homme. Ça, c'est pour le cadre général. Et quand il essaie d'appliquer à des paysages particuliers, par exemple, voici sa description des cataractes de l'Orénoque, près de Meipur, où il s'attache à essayer de détailler les formes, d'entremêler les plans, d'insister sur la mobilité permanente. L'œil embrasse une surface écumante qui a près des 2/3 d'étendue. Du milieu des flots s'élèvent des rochers noirs comme le fer, et semblables à des tours en ruine. Chaque île, chaque pierre est ornée d'arbres qui poussent en rameaux vigoureux. Un nuage épais flotte constamment au-dessus du miroir des eaux, et à travers cette vapeur d'écume s'élancent les hautes cimes des palmiers mauriciens. Toujours son goût des palmiers. Lorsque le soir, les rayons ardents du soleil viennent à se briser dans le nuage humide, ces effets de lumière produisent un spectacle magique. Des arcs colorés s'évanouissent et reparaissent tour à tour, leurs images vaporeuses flottent au gré des airs. En même temps, Humboldt ne se satisfait pas d'une écriture qui est au fond bornée à essayer de saisir ou de susciter des impressions en juxtaposant comme ça les divers registres de la description. Il a essayé de réfléchir à une technique littéraire qui lui permettrait d'allier cet aspect-là, qui touche à la sensibilité, sans oublier la dimension de l'entendement et de la science. Voici ce qu'il écrit à son éditeur, Cotta, en février 1807, alors qu'il est en train de finir la rédaction des tableaux de la nature. Il souhaiterait que son ouvrage consiste, je le cite, en un traitement purement esthétique des objets naturels, de large vue d'ensemble, tandis que tous les nombres, les tables, les citations seraient rejetés à la fin, pour ne pas gâcher l'effet esthétique des tableaux. C'est-à-dire que ce qui s'exprimait dans le profil du Chimborazo sous forme d'une tension entre le dessin central et les mesures rejetées aux marges se retrouve finalement dans l'écriture linéaire des tableaux de la nature sous forme de ce qu'il appelle des annexes ou élucidations scientifiques, qui sont tous les chiffres, tous les détails, toutes les explications qu'il a rejetées dans les notes, soit en bas de page, soit en fin de chapitre, et qui sont souvent beaucoup plus longues que la description proprement dite. Je vous donnerai juste un petit exemple. Dans le chapitre sur les steppes et déserts, il commence un paragraphe « Quand, après une longue sécheresse, s'approche enfin la saison bienfaisante des pluies, soudain la scène change dans le désert. Le bleu foncé du ciel, jusqu'alors sans nuages, prend une teinte plus claire. » Et puis un appel de notes. Et dans les éclaircissements, j'ai essayé de peindre le commencement du temps pluvieux et des symptômes qu'il annonce. La couleur bleu foncé du ciel entre les tropiques est l'effet d'une parfaite dissolution des vapeurs. Le cyanomètre indique un bleu plus pâle aussitôt que les vapeurs commencent à se précipiter. La tache noire de la croix du Sud devient d'autant moins visible que la transparence de l'atmosphère diminue. Les étoiles deviennent scintillantes au zénith. Tous ces phénomènes résultent de l'augmentation des vapeurs qui sont suspendues dans l'atmosphère, etc., etc. Au fond, si on revient à la question de l'écriture empêchée, qui est un peu l'axe de cet atelier, on voit que Humboldt a connu aussi, à sa manière, une écriture empêchée, mais au fond, un peu comme une obligation qu'il s'est donnée lui-même, comme savant, et dont il tente de faire une ressource à explorer plutôt qu'une limite. Et on pourrait se demander si là, peut-être, est la vraie leçon à tirer de son approche de la nature. Une dernière citation. « Tout ce qui tend à reproduire la vérité de la nature donne une vie nouvelle au langage. La recherche constante de cette vérité est le but de toute description qui a la nature pour objet. » Je vous remercie.